Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Ernest s'énerve par Fanny Joly et Christophe Bess aux éditions Fanny Joly Numérique. Nous allons commencer cette vidéo. Mais avant de poursuivre l'histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Installe-toi confortablement dans ton lit. Pose la couverture sur toi. Fais un gros câlin à ton doudou si tu en as un. Ferme tes yeux. Nous allons commencer l'histoire. L'histoire d'Ernest le rat. Ernest le rat est un poète. Il est très célèbre comme poète. Les gens adorent les poésies qu'Ernest écrit sur les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et la liberté. Mais surtout sur les papillons. Il en a rempli 8 livres. Les papillons 2, les papillons 3, les papillons s'envolent. Quand reviendront les papillons? Le retour des papillons, le retour des papillons 2, le retour des papillons 3. Chaque livre a été un succès. Ils sont épinglés dans la salle à manger d'Ernest. Un peu comme une collection de papillons, en fait. Ernest le rat a une pièce spéciale pour écrire ses poésies. Sa table est un gruyère verni. Chaque matin, il met la salopette de poésie que sa femme Noémie lui a cousue, avec des poches pour les crayons, les gommes, les stylos et un coussin rembourré pour les fesses. C'est pratique, car dans le travail poétique, on reste parfois assis des heures à chercher un mot, une rime. À force, ça peut irriter les fessiers. Quand Ernest écrit, ses enfants, Rato, Rata et Rati, ont ordre de ne pas faire de bruit. Il descend de l'escalier en chaussettes et ferme bien le museau en rangeant les copeaux de bois du petit déjeuner. Ce matin-là, Ernest cherche une belle poésie à écrire, mais pas sur les papillons. Sur les papillons, j'ai tout dit, pense Ernest. Les gens risquent de se lasser. Et moi aussi. Sur quoi d'autre pourrais-je écrire? La pollution? Les vaches? Le saucisson? Les confettis? Ernest a plein d'idées. 1000 idées. Mais 1000, c'est trop. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée. La bonne idée. Soudain, le téléphone sonne. C'est Ratiche, journaliste à Rat Radio. Allô Ernest, célèbre poète. Que pensez-vous des moustaches frisées? Répondez vite, nous sommes en direct. Ernest n'a jamais entendu parler des moustaches frisées. Il essaie d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Comment dirais-je? Bredouille Ernest. Merci, on adore ce que vous faites, mais l'émission est terminée. Lance Ratiche avant de raccrocher. Moustache frisée. Quelle drôle d'idée!
songe Ernest. Et si c'était là? Bonne idée pour ma nouvelle poésie. Il prend une plume, une feuille neuve, écrit en titre « Moustache frisée ». C'est alors que Noémie surgit. Ernest, il y a des personnes qui veulent te filmer. Le rat regarde son agenda. Crotte de bique, j'ai rendez-vous avec Rat TV. Gaspard, l'animateur vedette, arrive avec une formidable cravate verte. Je suis venu en personne car la poésie me passionne, confie-t-il à Ernest, tandis que les assistants installent projecteurs et caméras. Tout est branché. Gaspard a fini de se coiffer. Moteur! On commence à filmer. Ernest, célèbre poète, vous écrivez quoi en ce moment? Demande Gaspard devant les caméras. Eh bien, comment dire, je cherche une idée, répond Ernest un peu gêné. Ha ha ha, ne faites pas le modeste, glousse l'animateur vedette. Sur votre table, j'ai vu une feuille où est écrit « Moustache frisée ». Est-ce le titre de votre prochain livre? Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Formidable, déclare Gaspard. L'animateur vedette se rapproche du rat poète. Vous avez l'air en pleine forme. Quel est votre secret? Qui prépare vos repas? Votre femme? Dites-nous tout. Nos téléspectateurs adorent connaître la vie privée des stars. Ernest a chaud sous les projecteurs. Je ne suis pas une star, je suis poète. Mais si, vous êtes une star, Ernest, puisque vous passez sur Rat TV, affirme Gaspard. Gaspard et son équipe filment Ernest dans sa cuisine, dans son bain, dans sa cave, dans son grenier. Puis ils s'en vont. Ernest se remet au travail, mais ses idées sont chamboulées. Sous le titre « Moustache frisée », il écrit « Moustache entortillée, tarabiscotée, boursouflée, grillée, pourrie, crotte de bique. » Ça ne va pas. Ernest sort faire un tour pour se calmer. Ernest se promène du côté de la décharge d'ordures. C'est là qu'il travaillait avant. Momo, son vieux copain, est en train de trier des clous. Salut Ernest, s'écrie Momo. Dis donc, ça marche tes poésies? Regarde ce que j'ai trouvé dans les déchets. Un journal avec ta photo. Tu gagnes plein de fric, si ça se trouve. Puis c'est moins salissant qu'ici. Moi aussi j'invente des poésies. Tiens, par exemple. La vie c'est chouette, poète, poète. Gouli, gouli, c'est chouette la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein? En reprenant le chemin de sa maison, Ernest se répète la poésie de Momo. Sacré Momo, il est gentil, mais vraiment, sa poésie ne vaut pas un clou. Sur le perron de chez lui, Ernest trouve Noémie en furie. Qu'est-ce que c'est que ça? Crie-t-elle, en agitant une lettre avec des cœurs partout. Qui est cette
Priscilla là !» répète et répète Noémie. Ernest jure qu'il n'a jamais vu une seule Priscilla de sa vie. « Et mon fessier, c'est du poulet !» hurle Noémie incrédule. Ernest s'enferme dans sa pièce de poésie. Il est énervé comme jamais. Il ronge même un petit bout de sa table en gruyère vernie. Quand brusquement, inspiration. Ernest saisit sa plume et écrit une poésie, 2 poésies, 1000 poésies, toute la nuit pour dire à Noémie combien il l'aime, combien il n'aime qu'elle, combien il serait malheureux sans elle, combien il est heureux avec elle. Tout ça très poétiquement. Ceux qui ont lu les célèbres poèmes d'Ernest à Noémie trouvent qu'Ernest est encore plus fort en amour qu'en papillon. Surtout Noémie. Ce soir, les parents d'Isidore et de Camille sont à un mariage et ils rentreront dans la nuit. C'est Pauline, la voisine, qui les garde. Les enfants ont pris leur bain, ils ont mangé leurs coquillettes et sont désormais en pyjama dans le canapé, où ils grignotent un dernier biscuit en regardant la fin de leur dessin animé. L'héroïne de la série a presque sauvé la situation et les enfants sont captivés par l'écran quand tout à coup, catastrophe. Camille perd l'une de ses incisives sur son biscuit. La dent tombe au sol et roule sur le tapis. Aussitôt, la petite fille se met à pleurer. Ma dent Isidore, ma dent, elle est tombée. C'est rien, Camille, c'est normal. Et ça veut juste dire que tu grandis. J'en ai perdu des dents, moi aussi. Et après, elles repoussent. Pour de bon. T'inquiète pas. Ah bon, t'es sûr? Certain. Et tu sais quoi? Il y a même une surprise quand les dents tombent. Le soir venu, tu mets ta dent dans un mouchoir sous ton oreiller et la petite souris passe pendant la nuit pour l'emporter. Oh, mais je veux pas que la petite souris, elle emmène ma dent. Moi, c'est la mienne. Mais en échange, dans le mouchoir, la petite souris te laisse de l'argent. Elle te l'achète ta dent, tu comprends? Ah oui? Mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Qui sait? Peut-être que les petites souris fabriquent de très jolis objets avec. Dans mon livre sur les hommes de Cro-Magnon, ils fabriquaient des peignes, des aiguilles avec les os. C'est peut-être la même chose pour les souris. Ah oui? Ah bah j'aimerais bien savoir. Allez Camille, viens, allons demander à Pauline de s'occuper de ta dent. Comme le dessin animé est terminé, voilà justement que Pauline arrive dans le salon. Au lit les loulous! Pauline, regarde, Camille a perdu une dent. C'est formidable ça! La petite souris va être drôlement contente. Allez, viens ma poulette, on va mettre ta quenotte dans un mouchoir pour la glisser sous ton oreiller. Ensemble, elles empaquettent sa dent et la placent au chaud, sous l'oreiller de Camille. Ensuite, les enfants s'en vont laver les dents qui restent en spéculant sur ce que les petites souris font de toutes les incisives qu'elles récupèrent. Une fois qu'Isidore et Camille ont terminé, ils vont se coucher dans leur lit pour écouter l'histoire de Pauline. Il était une fois, dans un pays lointain... Mais voilà, Camille n'écoute que d'une oreille. La petite fille est agitée, elle ne cesse de vérifier si sa dent est bien en place, là où elle l'a cachée. Ne t'en fais pas, Camille. Elle va pas s'envoler, ta dent. Mais comment elle va savoir, la petite souris, que j'ai une dent à lui donner? Elle sait tout, la petite souris. Et je te parie que ta dent, ça faisait des jours qu'elle la guettait. Rassurée, Camille se calme et les enfants peuvent écouter la fin tranquillement. Bonne nuit les enfants, dormez bien! Pauline éteint la lumière. Bientôt, tout le monde dort dans la chambre. Dans son lit, Camille rêve sans doute de la petite souris et des trésors qu'elle va lui apporter. Le lendemain matin, Isidore est le premier levé. Comme papa et maman sont sans doute rentrés très tard, il se lève sans faire de bruit, se sert un verre de lait froid et emporte le reste des biscuits dans sa chambre pour lire un livre dans son lit. Mais quand il arrive, Camille est déjà debout et elle pleure à chaudes larmes au risque de réveiller toute la maison. Camille, mais qu'est-ce qui se passe? La petite souris, elle a pas voulu de ma dent.
Elle est pas passée, elle m'a même pas laissé d'argent. Tu disais n'importe quoi, toi, tu disais quelle soirée qu'il fallait venir. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, je comprends pas. Alors c'est juste que la petite souris, elle aime pas ma dent. Elle en a même pas voulu, parce qu'elle l'aime pas. Isidore pose son verre et ses biscuits sur le côté et s'en va faire un très gros câlin à sa sœur. Je suis certain que ça n'a rien à voir. Elle a dû avoir un empêchement. Ah oui, mais si elle était malade. Oh ben non, la pauvre. Tu crois qu'elle va mourir? Ah, si elle est malade, elle est allée voir le médecin des souris et sera vite sur pied. Et en attendant, ils vont lui trouver une remplaçante pour faire sa collecte à sa place. Je suis sûr qu'elle passera la nuit prochaine. Camille continue de renifler en serrant sa dent dans sa main. Isidore sent bien qu'il ne l'a pas convaincue. Oui, mais si la remplaçante, elle sait pas que j'ai perdu une dent. On n'a qu'à lui écrire. Isidore va chercher une feuille de papier. Avec son aide, sa petite sœur rédige une jolie lettre qui commence par « Chère petite souris » et se termine par « Merci » et « Bisous ». Pendant qu'Isidore va chercher une enveloppe dans le bureau de maman, Camille ajoute des dessins tout autour des mots avec ses crayons de couleur. Puis, ils plient la lettre, la mettent dans l'enveloppe et écrivent dessus « Pour la petite souris remplaçante ». Et maintenant, Isidore, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je pose l'enveloppe dans l'entrée pour que papa aille la poster quand il se réveillera. Et nous, on peut aller jouer. Mais Camille réfléchit et s'inquiète à nouveau. Oui, mais Isidore, tu l'as dit, t'as pas perdu de dents depuis longtemps, toi. Et si la petite souris remplaçante, elle avait pas notre adresse, hein, si elle trouvait pas la maison? J'ai une idée. Je vais mettre notre adresse au dos de l'enveloppe. Comme ça, elle pourra facilement nous trouver. Pendant que Camille observe par-dessus son épaule, Isidore recopie au dos de l'enveloppe l'adresse de papa et maman qu'il a trouvée sur une facture. Mais sa petite sœur n'est toujours pas complètement rassurée. Mais une fois à la maison, elle pourra peut-être pas trouver la chambre, hein. Peut-être, comment elle va faire si elle est jamais venue? Dans ce cas, nous allons la guider. Avec les ciseaux, le scotch et les crayons, Isidore et Camille se mettent à l'ouvrage. Isidore découpe de jolies flèches en papier sur lesquelles il écrit « Chambre de Camille » en gros. Puis Camille fait des dessins dessus et s'en va les scotcher dans la maison depuis la porte d'entrée jusqu'à sa chambre. Ça fait tout un jeu de pistes qui passe par la cuisine, monte les escaliers, traverse le couloir et va jusqu'au lit des enfants. Un dernier panneau avec une flèche pour indiquer le lit de la petite fille et les deux enfants observent le résultat ravis. Ah, c'est du beau travail. Avec tout ça, impossible que la petite souris se perde cette fois-ci. Cette nuit, c'est sûr, elle viendra chercher ta dent. Ma dent, où elle est? Soudain, Camille se rend compte qu'elle ne tient plus le mouchoir depuis un moment. Mais heureusement, les enfants le retrouvent vite. Soigneusement posé, près des crayons de couleur abandonnés. Il était resté sur la table du salon. Camille remonte vite le déposer sous son oreiller avant de le perdre. C'est à ce moment-là que maman entre dans la chambre à son tour, toute décoiffée. Les enfants, vous avez redécoré la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi personne n'est encore habillé? Maman, on a fait tout ça pour la petite souris. Regarde, maman, regarde, moi j'ai perdu une dent. Pendant que Camille fait un gros câlin à sa mère, c'est Isidore qui explique. Hier soir, Camille a perdu une dent, mais la petite souris devait être malade. Ou alors beaucoup trop fatiguée. Parce que cette nuit, elle n'est pas passée. Isidore fait les gros yeux à maman. Et maman se retient pour ne pas éclater de rire. Elle est peut-être sortie, la petite souris, hein, et elle est rentrée trop tard pour travailler, ou alors elle était peut-être pas au courant. En tout cas, c'est vrai que c'est embêtant. J'ai dit à Camille qu'elle passerait sans doute ce soir. On lui a même écrit une lettre pour qu'elle n'oublie pas de venir. Et toutes les flèches, c'est pour lui montrer le chemin jusqu'à la chambre. Avec tout ça, j'espère qu'elle achètera la dent avec des intérêts. Oui, peut-être, qui sait. En attendant, si vous avez terminé, nous pourrions peut-être aller prendre le petit déjeuner. Avec plaisir. J'ai une faim de loup. D'ailleurs, mais où sont passés mes biscuits? Sur la table de chevet, le verre de lait est vide et il ne reste que des miettes. Camille rougit et se met à rire. Peut-être que c'est la petite souris qui les a mangés.
Il était une fois une petite souris nommée Max qui vivait dans un petit terrier en plein milieu d'une grande forêt. Max était un héros très courageux et intrépide qui aimait partir à l'aventure et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, Max décide de partir à la recherche d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt. Il savait que ce trésor était très difficile à trouver, mais cela ne le décourageait pas. Il rassembla son courage et son équipement et commença sa quête. Max rencontra beaucoup d'obstacles sur son chemin, comme des rivières à traverser, des collines à gravir et des arbres à escalader. Mais il ne perdait jamais espoir et continuait d'avancer, déterminé à atteindre son objectif. Finalement, après des jours et des jours de voyage, Max arriva au pied d'une grande montagne. Il savait que le trésor se trouvait quelque part au sommet, mais la montée était difficile et dangereuse. Max était cependant déterminé à aller jusqu'au bout de sa quête. Il escalada la montagne avec précaution, évitant les rochers glissants et les crevasses dangereuses. Après des heures d'efforts, Max arriva enfin au sommet. Là, il trouva une vieille boîte en bois recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Max ouvrit la boîte et découvrit qu'elle contenait une carte au trésor. Il suivit la carte jusqu'à une petite clairière où il trouva un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses. Max était très heureux d'avoir trouvé le trésor perdu, mais il savait qu'il ne pouvait pas le garder pour lui tout seul. Il décida de partager le trésor avec tous les animaux de la forêt en organisant une grande fête en leur honneur. La fête fut un grand succès, avec de la nourriture et des boissons pour tous les animaux de la forêt. Max se sentait très fier d'avoir accompli sa quête et de partager le trésor avec ses amis. Il savait que les aventures ne faisaient que commencer et il était prêt à partir à la recherche de nouvelles quêtes palpitantes. Et voici une autre aventure de Max la souris. Max avait entendu parler d'un endroit mystérieux appelé la vallée des 1000 fromages. C'était un endroit légendaire où il y avait des montagnes de fromages de toutes sortes, des bleus, des chèvres, des comtés et des roqueforts. Max était un grand amateur de fromage et il décida qu'il devait voir cette vallée de ses propres yeux. Il se mit en route, traversant des forêts et des rivières, escaladant des montagnes et évitant des prédateurs. Finalement, il arriva à la vallée des 1000 fromages. Il y avait des montagnes de fromage à perte de vue, et Max ne savait pas par où commencer. Il commença par goûter un petit fromage de chèvre, puis un autre de comté, et avant qu'il ne s'en rende compte, il avait mangé une grande quantité de fromage. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Max commença à se sentir léthargique et fatigué. Il essaya de se lever, mais il était trop lourd pour bouger. Max avait mangé
tellement de fromage qu'il était devenu obèse et il ne pouvait plus bouger. Il était maintenant prisonnier de la vallée des 1000 fromages. Heureusement, Max était un héros astucieux et il y réfléchit rapidement. Il se rappela avoir vu des souris dans la vallée qui semblaient plus petites et plus actives que lui. Il comprit que ces souris ne mangeaient pas autant de fromage que lui. Donc, il devait faire la même chose. Max se mit donc à un régime strict, limitant sa consommation de fromage et en mangeant des légumes et des fruits frais. Il faisait de l'exercice tous les jours, courant autour de la vallée et escaladant les montagnes de fromage. Après plusieurs semaines d'efforts, Max avait perdu du poids et était redevenu une souris agile et légère. Il avait appris une grande leçon sur la modération et la santé, et il était heureux de pouvoir repartir à l'aventure. Max était maintenant plus fort et plus déterminé que jamais, prêt à affronter toutes les aventures que la vie lui réservait. Après avoir quitté la vallée des 1000 fromages, Max avait rencontré 2 nouvelles souris, Léo et Luna. Léo était un ami courageux et fort, tandis que Luna était une souris très intelligente et astucieuse. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche de la source d'une rivière magique qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils traversèrent des montagnes et des forêts, affrontant de nombreux dangers tels que des rapides, des prédateurs et des tempêtes violentes. Mais ils avaient confiance en eux et se savaient forts et capables. Finalement, après des jours de voyage, ils arrivèrent à la source de la rivière magique. C'était un petit ruisseau qui coulait à travers une prairie luxuriante. Ils virent que la source était gardée par un chat féroce qui ne laisserait personne s'approcher. Max, Léo et Luna avaient une idée. Luna se glissa silencieusement derrière le chat et commença à jouer avec une pelote de laine pour attirer son attention. Pendant ce temps, Max et Léo s'approchèrent de la source de la rivière et commencèrent à remplir une bouteille avec de l'eau. Le chat s'aperçut de l'astuce de Luna et commença à la poursuivre, mais elle réussit à s'échapper en grimpant à un arbre. Pendant ce temps, Max et Léo avaient rempli leur bouteille et commencèrent à courir aussi vite que possible. Ils réussirent à semer le chat et arrivèrent à la rivière où ils découvrirent que l'eau avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ils remplirent leurs bouteilles et commencèrent à faire le voyage de retour. Sur le chemin du retour, ils croisèrent une souris malade qui souffrait d'une maladie inconnue. Ils lui donnèrent un peu de l'eau de la rivière magique et elle guérit instantanément. La souris malade était tellement reconnaissante qu'elle leur offrit une carte au trésor qui menait à une grotte pleine de bijoux et de pierres précieuses. Max, Léo et Luna étaient excités à l'idée de trouver un nouveau trésor. Ils suivirent la carte et arrivèrent à la grotte où ils découvrirent une immense pile de trésors. Ils décidèrent de partager les trésors entre eux,
et leurs amis de la forêt. De retour chez eux, Max, Léo et Luna organisèrent une grande fête pour célébrer leurs aventures réussies. Ils étaient tous très heureux d'avoir travaillé ensemble pour trouver la source de la rivière magique et le trésor de la grotte. Ils savaient que leur amitié et leur courage les mèneraient à de nombreuses autres aventures passionnantes dans l'avenir. Moussi a été choisi parmi des souris et des rats pour passer le concours d'entrée à l'opéra. Les sœurs Fluette, fines comme des allumettes, s'approchent pour lui faire la causette. « Mais dis donc, tu es un peu rondelette, limite grassouillette. Pour danser et sauter, mieux vaut oublier galette et gaufrette, hein ?» Avant de passer le concours, les souris s'entraînent chacune leur tour. Alors que Moussi fait ses petits pas de côté, elle entend les autres chuchoter. « Elle est un peu grasse celle-là, hein. C'est pas très classe. Elle devrait se regarder dans une glace. Hein. » Encore une attaque sur son physique. À la cantine, Moussi fait semblant de ne pas avoir faim. Devant le plat de gratin, elle pense à la taille mannequin. Quand passent les petits pois, elle n'en prend que 3. De dessert, elle se prive, tout ça pour perdre du poids. « C'est décidé !» se dit-elle. « Je vais mincir, maigrir. Je mangerai de moins en moins pour réussir. » Pendant que la pauvre Moussi se serre la ceinture, les sœurs Fluette chuchotent et se gavent de pudding au mur. En plus, la nouvelle, elle s'est aspergée d'eau de Cologne. La vache, elle cocotte la Moussi. C'est ça, ça cogne, hein? Le jour du concours, Moussi n'a plus ni force, ni entrain, car elle n'a pas mangé à sa faim. « Oh !» se dit-elle. « J'ai le tournis, j'ai le vertige. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens mes jambes qui se figent. Ah! Si j'avais un petit quignon à me mettre sous la dent, ou rien qu'un trognon bien croquant. » Elle ne tint pas sur ses pattes et quand elle saute, elle retombe comme un sac de patates. Moussi, affalée face au jury, reprend peu à peu ses esprits. Les sœurs Fluette lui murmurent. « Par ici la sortie !» Alors apparaît la VSS, la vieille souris sage, qui fait aussitôt cesser leur persiflage. Elle s'adresse au jury et à toutes les souris. Vous savez, si Moussi s'est évanouie, c'est qu'elle n'a rien mangé, pas même un biscuit. À ceux et celles qui la croient hors circuit, je dis, rien n'est fini pour Moussi. Rendez-vous pour la finale cet après-midi. La VSS donne à Moussi une autre chance. Elle va l'entraîner pour ce prestigieux concours de danse. Elle lui dit: « Tu sais, à trop manger, on grossit, on épaissit. Mais à ne rien manger du tout, on maigrit et c'est la maladie. Il faut savoir manger un petit peu de tout quand on a faim. Et surtout, ne pas chercher à avoir un corps trop fin. Alors maintenant,
Tu vas reprendre des forces, déguster cet encas, puis des exercices tu feras pour réussir à devenir petit rat. Moussi, grâce aux leçons de sagesse de la VSS, acquiert vitesse et souplesse et réalise des prouesses. Lors de la finale, elle mange des petits gâteaux et saute si haut qu'elle se retrouve au top niveau. Elle est arrivée à ses fins en mangeant à sa faim, sans chercher à ressembler à quelqu'un. Elle a réussi. La voilà devenue petit rat à l'Opéra de Paris. C'est le nec le plus ultra. Frisbin habite un manoir ancien. La nuit dernière, elle a été dérangée par de drôles de bruits. Madame Souris est entrée chez elle par un petit trou dans le mur. Incapable de dormir, Frisbin bouche le trou avec un vieux chiffon, en espérant ne plus revoir la souris. Mais la nuit suivante, elle se fait encore réveiller par Madame Souris. Découragée, Frisbin demande conseil à Oscar, le gardien du manoir. Ce dernier lui propose un plan très ingénieux. Frisbee le suit à la lettre. Elle se procure un gros fromage qui sent très mauvais. Ensuite, elle emprunte au fermier son voisin une cage où vit sa souris domestique, appelée Monsieur Souris. Puis, Frisbee coupe le fromage en petits, en moyens et en gros morceaux. Elle place les petits morceaux dans sa chambre, les morceaux moyens le long de l'escalier et les plus gros morceaux dans la cage où dort Monsieur Souris. La nuit venue, Madame Souris entre par un trou. Frisbee la regarde sans faire de bruit. La souris s'attaque aux petits morceaux de fromage, puis aux moyens, et enfin, elle découvre les gros morceaux de fromage dans la cage de Monsieur Souris. Gênée, Madame Souris n'ose pas entrer. Monsieur Souris est charmé par la jolie souris et l'invite à partager son repas. Il en tombe follement amoureux. Depuis ce jour, le couple de souris vit heureux et Frisbee peut dormir tranquille. Bonne nuit, Frisbee. Dans l'herbe parfumée, Quenotte a trouvé de la camomille, de la menthe et un livre. Un beau livre épais que quelqu'un a oublié. Oh, quel travail! Va l'apporter au hibou, lui conseille son ami le coucou. Dans la forêt, lui seul sait lire. Mais pour ouvrir un livre, il n'est pas besoin de savoir lire. Tous les soirs, avant de s'endormir, Quenotte regarde d'abord les images, puis les lettres, les mots, les phrases. Quenotte aimerait tellement savoir ce qu'il raconte. Alors, la voilà un soir, le livre sous son bras, en route pour rencontrer le hibou. De gros nuages cachent la lune. Brrr, il fait presque noir. Heureusement, le coucou est là. À deux, tout va toujours mieux. Dites, monsieur hibou, je sais courir, nager, chanter. Je connais les graines bonnes à manger, mais je ne sais pas lire. Pouvez-vous m'apprendre? Pourquoi pas? Dit le hibou surpris. En revanche,
Qu'il tonne, qu'il neige, qu'il vente, chaque soir tu devras venir. Jamais on n'a vu de souris qui sache lire, remarque le coucou. Cependant, au fil des semaines, les saisons s'enchaînent. Les feuilles deviennent jaunes, rouges, marron. Et tandis qu'elle ramasse ses provisions, Quenotte pense aux lettres. Elle aime beaucoup le O. Il peut devenir la bogue d'un marron, le cœur d'une fleur, le chapeau rond d'un champignon. Très vite, le soir, il fait de plus en plus noir. Et Quenotte se bat contre le brouillard, la boue, la pluie et la tempête. Heureusement, le coucou est là, râlant après le vent. Ah, brillant, tu ne nous empêcheras pas d'avancer. Parfois, Quenotte est épuisée. Aujourd'hui, la neige est comme de la farine. Elle rentre par mon nez. Tiens bon, on y est presque. L'encourage le coucou gelé. Enfin, l'hiver est terminé. Ce soir, la lune est toute dorée. On y voit comme en plein jour. Quenotte rentre chez elle à pas doux quand, sans un bruit, un renard surgit. Frissonnant de la tête aux pieds, Quenotte brandit son livre comme un bouclier. Illico, le coucou pousse son célèbre si fort que tous les animaux l'entendent et sortent aussitôt de leur nid, de leur terrier. L'écureuil s'affole, le lièvre s'inquiète. Et si le coucou chante la nuit, c'est que quelque chose de terrible s'est produit. À toute vitesse, ils arrivent et n'en croient pas leurs yeux. Chut! Grogne le renard. J'écoute une histoire et je veux connaître la fin. Le renard est captivé. Quand Quenotte lit le mot dragon, il voit le dragon comme pour de vrai dans la forêt. Et à l'instant où Quenotte prononce les mots sommeil de plomb, ouf, il s'endort pour de bon. Sur la pointe des pieds, Quenotte en profite pour se sauver. Impressionné, le coucou et tous les animaux la suivent. Le hibou, fier et heureux, la félicite et s'envole. Il fit le raconter à ses amis nocturnes comment savoir lire a sauvé la vie de son élève Quenotte, une étonnante petite souris. Demain matin, je m'envole de la colline pour un grand voyage. Un très grand voyage qui me mènera jusqu'à Paris. Venez nombreux pour mon départ. Votre amie, la souris. En effet, depuis des jours et des jours, je fabrique en secret une montgolfière. Ce drôle de ballon va me faire voler dans les airs. De ma petite nacelle, je vais pouvoir observer la terre et le ciel. J'ai hâte de m'envoler au milieu des nuages.
Je suis très émue de vous voir tous réunis pour assister à mon départ. Monsieur Lapin, Monsieur Chat, Monsieur Hérisson et Madame Tortue, vous m'avez salué avec joie. Peut-être vais-je vivre quelques mauvaises aventures, mais qu'importe, ma curiosité est trop grande. De nouveaux horizons m'appellent. Merci à vous, mes amis. Que ce monde est beau vu de là-haut. Dans cet immense ciel, parsemé de nuages, les rayons du soleil chatouillent le paysage. Je m'émerveille devant ces champs de fleurs, ces forêts aux arbres majestueux avec une rivière qui serpente au milieu. À très bientôt, les amis. Mes chers amis, depuis quelques jours, mon petit ballon suit un large fleuve qui traverse les prairies. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la Seine. Alors, j'ai allumé au maximum les gaz de ma montgolfière pour arriver sans tarder à la capitale. Et ce matin, quelle surprise! Me voilà à Paris. Ah, Paris! Que de choses à découvrir, que de gens à rencontrer. Les premiers Parisiens que j'ai vus sont bien étranges. Leur visage se trouve accroché sur le plus vieux pont de la ville, nommé bizarrement le Pont Neuf. Ces têtes sourient, grimacent, pleurent. En tout cas, je suis très contente de saluer ces gens-là. Figurez-vous que sur la Seine se trouvent deux îles, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Cette dernière possède une très grande cathédrale un peu endommagée, Notre-Dame de Paris. Dans ces hauteurs vivent des personnages effrayants. L'un d'eux, un peu répugnant lui aussi, m'a expliqué que ces créatures de pierre sont des gargouilles, inoffensives maintenant. Je n'étais pas très rassurée, malgré ces explications, alors j'ai vite déguerpi. Les amis, je suis toujours à Paris, mais pour la première fois de ma vie, j'ai osé m'approcher d'une place nommée Châtelet. Ne vous inquiétez pas, je n'y ai pas trouvé de chat. Pourtant, on raconte qu'un gros chat jaune se cache sur cette place. Peut-être s'amuse-t-il avec les spectateurs qui sortent des théâtres le soir. Notre belle campagne me manque un peu. Alors, pour respirer un peu, j'ai demandé à un passant où je pouvais trouver un champ. Ce Parisien m'a indiqué la direction des Champs-Élysées. Quelle surprise! Je n'ai pas trouvé d'épis de blé ni de fleurs de tournesol, mais une grande avenue avec des boutiques luxueuses. J'ai posé ma montgolfière sur l'Arc de Triomphe et je dois dire que, de cet endroit, Paris est magnifique. Puis, dans le jardin des Tuileries, une petite fille nommée Zazie m'a déclaré que la seule chose intéressante à voir à Paris était le métro. Moi, avec ma montgolfière, je ne peux pas aller sous terre. Mais Zazie m'a dit qu'il existait des stations aériennes au nord de la ville.
J'ai donc volé jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. Une foule de gens se pressait pour entrer dans ces wagons. Sur le quai, un vieux rat m'observait. « Toi, si tu souris, c'est que tu n'es pas ici. Viens, je te paye un café pour te montrer les recoins des titis parisiens. » Je l'ai suivi. Non loin de là, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bistrot. Les cafés sont les lieux parfaits pour regarder passer les gens pressés. En buvant tranquillement une noisette, ce rat de ville m'a décrit la plus belle colline de la ville. Elle s'appelle la butte Montmartre. Elle possède une vue incroyable sur les toits de la capitale. Des peintres y dessinent et des touristes s'y promènent. Demain, j'irai moi aussi m'y balader. Mes chers amis, le vieux rat avait raison. La butte Montmartre est un lieu incroyable. Moi qui pensais ne plus voir de champs ou de prés avant longtemps, voilà que ma montgolfière se pose entre des vignes. En me promenant dans les ruelles de la butte, j'ai découvert un drôle de cabaret dans lequel un lapin dansait et chantait. Le lapin agile. Il était très amusant et connaissait des tas de chansons sur son quartier. J'ai passé là une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, mon petit ballon s'est posé sur une drôle de construction. Ce bâtiment ressemble à une usine de toutes les couleurs, une usine remplie d'œuvres d'art. Des dessins de Kandinsky, des peintures de Picasso, des sculptures de Brancusi et des gravures de Miro. Mes yeux se sont remplis de ces magnifiques œuvres. Jamais je n'avais vu de choses aussi drôles, aussi belles et aussi intrigantes. Après toutes ces émotions artistiques, j'ai eu besoin de trouver un endroit pour me reposer. Comme je me sens bien au parc Montsouris. C'est là, à l'ombre d'un chêne, et après une petite sieste, que je vous écris ma dernière lettre. En effet, je rentre bientôt parmi vous. J'ai 1000 choses à vous raconter encore. À très bientôt les amis. Signé La Souris. Très chère souris, tes lettres et tes récits de voyage nous ont donné l'envie et le courage de te rejoindre. Durant ces derniers jours, nous avons fabriqué notre propre montgolfière pour venir aussi à Paris. Nous serons tous réunis pour voler ensemble au milieu des nuages et découvrir de nouveaux paysages. À très bientôt, signé le hérisson, le chat, le lapin et la tortue. Lucie la souris aime croquer les i. D'un bond, la voilà perchée sur la bibliothèque. Ses moustaches s'agitent, elle hésite. Voyons lequel aura le plus de i. Tiens, un livre de cuisine. Voilà qui fera un excellent repas. Lucie tourne les pages au hasard. Ravioli à la viande, papillotes de truite, gratin de potiron.
mais c'est le paradis. Lucie a mangé tous les i. Ceux des autres livres aussi. Ça croque, ça fond, c'est bon. Encore un petit creux. Lucie essaie un A, puis un E. Seront-ils aussi délicieux? Lucie a mangé les plus moelleux. Puis, le ventre bien rempli, elle s'est endormie. Sur l'étagère, les livres sont en colère. Lucie exagère. On ne va pas se laisser faire. Regardez-moi, Pleurniche l'Atlas. sans i, Paris part. Sans i, la Gironde gronde. Je n'ose plus me regarder en face. Et moi? Tempête l'encyclopédie des oiseaux. Sans i, plus de doux cuit-cuit. Mes oiseaux poussent d'affreux cucu. C'est du propre. Mes canaris deviennent des canards. Et mes hirondelles sont taillées en rondelles. Je suis à mon tour fort ennuyée, déclare d'un ton pincé Sa Majesté les contes de fées. Sans i, mes belles histoires n'ont plus de fin. Le petit poussé en a perdu son chemin. Choisissons une autre voyelle pour remplacer le i. Suggère timidement le livre des comptines. Le o par exemple. Lucie n'y a pas goûté. Non, mais quelle mauvaise idée. Proteste l'alphabet. Avec des O, les mots seraient rigolos, mais beaucoup moins beaux. Ce sont les i qu'il nous faut. Pendant que, sur l'étagère, les livres se désespèrent, Lucie rêve au bal des souris. Il y a là son amie Gwendoline et, sur l'estrade des musiciens, son cousin Fippo joue du saxo. Lucie bat des mains en découvrant, ravie, un buffet abondamment garni de lettres de l'alphabet si douces, si sucrées. Il y a aussi des portions de gruyère pour ceux qui n'aiment pas les lettres. Quelle fête magnifique! Sur l'étagère, le livre de comptines a une nouvelle idée. Voici ce que nous allons faire pour obliger la gourmande à changer le menu de ses repas. Il chuchote si bas pour ne pas réveiller Lucie qu'on ne peut entendre ce qu'il dit. Mais les autres livres ont tout compris. La souris va être bien punie. L'un après l'autre, les livres quittent leurs étagères. En silence, clopin-clopine, ils trottinent vers Lucie endormie. Celle-ci, sans se douter de rien, poursuit son rêve du bal des souris. Après avoir croqué quelques i, la voilà dansant au bras de Jérémie. Le jeune souriceau, pour lui plaire, a mis une cravate à pois verts. Soudain, un petit rongeur tout tremblant de peur surgit au milieu des danseurs. Vite! Sauvez-vous! Voilà l'horrible matou qui a juré de faire de nous le plus délicieux des ragoûts. Tandis que les souris s'éparpillent aux quatre coins du rêve de Lucie, les livres de l'étagère, sans mot dire, ouvrent l'encyclopédie des animaux, au chapitre où l'on voit de belles photos de chats. Fait le livre de comptines pour réveiller l'endormi.
La souris ouvre un œil, puis deux. Et que voit-elle? Un énorme matou, bien gras, bien dodu, comme l'ignoble moustachu qui voulait faire d'elle un délicieux ragoût. Horrifiée, Lucie pousse un grand cri de souris. Alors les livres de l'étagère ouvrent leurs pages en grand, et tous les i, dans un même élan, à chaque page regagnent leur place. Aussitôt, la gironde cesse de gronder. L'hirondelle redeviennent hirondelle. Les oiseaux poussent de doux cuit-cuit, et le petit poussé retrouve son chemin. Et Lucie, la gourmande, jure de ne plus croquer de i. Elle prendra les livres sur l'étagère seulement pour en lire les belles histoires. Ce sera le paradis. Et voici la fin de cette belle histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. À bientôt. Au revoir.